Les animateurs de cette balado-diffusion n'ont aucun conflit d'intérêt à déclarer en lien avec l'épisode qui suit. Bonne écoute! Bienvenue au Pharmascope. Bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouvel épisode du Pharmascope. Je m'appelle Nicolas Dugré, je suis pharmacien au CIUS du nord de l'île de Montréal. Bonjour tout le monde, moi c'est Olivier Massé, je suis pharmacien dans le même CIUS. Salut, moi c'est Amélie Gravel, je suis médecin de famille au GMFU Sacré-Cœur dans le même CIUS. Hey, comment ça va, Amé? Hey, je suis de retour. Qui l'eût Ben cru? oui, donner congé à Oui. Isa, Ben oui, c'est gentil. Fort mérité. tout à fait. T'étais venu la première fois, t'étais venu nous parler de... De Fézolineta. Ah oui, c'est pour ça que ça m'en revient pas, parce que c'est le mot que je suis toujours incapable de mettre dans ma bouche. Aïe, aïe, aïe. Fait que De tu dirais-tu que Veosa. t'as-tu une expertise dans le monde de de la ménopause, en fait? Écoute, en préparant ça, je me suis dit, coudon, on croirait ça, hein, mais non, pas plus que Mhm. ça, mais il faut croire que ça m'intéresse. Parce que, ouais, visiblement, aujourd'hui, tu viens nous parler... Là, j'ai pas le droit de dire atrophie vaginale, hein, c'est ça? Ça, c'est mort, ça, hein? Ouais, c'est ça, 2014, là. Ça, c'est has-been, là, l'atrophie vaginale. Maintenant, on parle de syndrome génito-urinaire associé à la ménopause. Le SGOM, pour rendre Ah, ça... bon, tu vois, S-GOM, je pense que ça, je suis capable. Fait qu'avant qu'on commence, Amé, tu peux te prendre une petite seconde pour te présenter puis nous dire si tu as des conflits d'intérêt, s'il te plaît. Oui, ben alors, c'est ça, je suis médecin de famille au GMF Sacré-Cœur et je n'ai pas de conflit d'intérêt. Fait que je vais vous parler du syndrome génito-urinaire associé à la ménopause. Donc, oui, atrophie vaginale, là, c'est dépassé. Ça n'incluait pas assez là, l'ensemble des symptômes rapportés par les femmes. Donc, on a décidé d'aller plus large. OK, fait que, mais c'est quoi, en fait, le S-GOM? Au niveau pathophysiologique, en fait, on sait qu'on a des récepteurs à estrogène au niveau de plusieurs structures, disons ça comme ça, là, au niveau de l'épithélium du vagin, de la vulve, de l'urètre, puis au niveau de la vessie. Et ces structures-là sont toutes sensibles à des baisses d'estrogène liées à la périménopause et en postménopause. Donc, concrètement, de la façon que ça se répercute, c'est qu'on va avoir une diminution du collagène, des cellules de l'épiderme superficiel, les fibres d'élastine vont se fragmenter, le flot sanguin va diminuer. On sait que les glandes écrines, apocrines vont aussi Bon, être... ça y est, ça écoute, recommence, hein? hein, Le on fameux s'en... moment là, où tous nos invités se mettent à parler dans une langue qu'on comprend pas. C'est fatigant. Retiens les glandes. Aïe, Donc, aïe, aïe. diminution des glandes, diminution des sécrétions vaginales. Puis ça, ce que ça fait aussi, c'est qu'on remarque une augmentation du pH qui va faire en sorte que le microbiome vaginal va changer et va favoriser les infections. Puis on va aussi remarquer une atrophie au niveau de l'urètre et des muscles lisses là, au niveau urinaire. OK, parfait. Fait que là, je t'entends me dire, mais cliniquement, qu'est-ce que c'est ça, le SGOM? Ben, oui, Hein? exact. Le SGOM, c'est vraiment plus un diagnostic qui est clinique, hein. On n'a pas 15 000 tests qu'on peut faire pour vraiment le confirmer. C'est vraiment trois principales catégories de symptômes. Donc, il y a les symptômes plus au niveau vulvo-vaginal qu'on va remarquer comme de la sécheresse, de l'irritation, une sensation de brûlure. Les femmes peuvent se plaindre de prurite également. Ils vont remarquer que les sécrétions vaginales vont changer. Elles peuvent se plaindre aussi que, elles sentent une masse au niveau du vagin là, qui pourrait témoigner d'un cystocèle, d'un rectocèle ou d'un prolapsus là, d'organes. Donc, en gros, une descente de vessie, de rectum ou d'utérus. Euh, la deuxième catégorie, c'est au niveau plus des symptômes sexuels, donc douleur au niveau des relations, la lubrification va diminuer, les femmes peuvent avoir des saignements aussi après les relations. Elles peuvent remarquer que la libido aussi est moins grande que par le passé, puis il peut même y avoir des changements au niveau de l'orgasme. Donc ça, Pas c'est du pour la bon. Puis catégorie. on imagine des changements pas du type agréable, là. Tout à fait, OK. exactement. Donc ça, c'est pour les symptômes sexuels. Puis au niveau des symptômes urinaires, ça va être plus de l'ordre des symptômes qu'on appelle irritatifs. Donc les femmes vont se plaindre d'incontinence urinaire, d'urgence mictionnelle. Et il peut y avoir aussi des saignements par frottement là, quand on s'essuie après être allé uriner. Puis ça va surtout prédisposer à faire beaucoup d'infections urinaires récidivantes.
Donc, c'est pas rare qu'on a des femmes qui vont se présenter au bureau là, avec l'impression de faire des infections urinaires. Elles ont des symptômes irritatifs, on leur fait des cultures, les cultures sont négatives. Et puis finalement, on conclut que c'est probablement là, sur des syndromes, le syndrome génito-urinaire de la ménopause. C'est beaucoup. Ça a l'air pas intéressant de même, hein? Hmm? En même temps, on comprend que la liste que tu nous as dressée, que c'est beaucoup plus complexe que juste de l'atrophie puis de la sécheresse, là. Oui. Ben effectivement, c'est ça. C'est le mécanisme de base, c'est l'atrophie, mais c'est pour ça qu'on a décidé de élargir le terme, en fait, pour englober là, cet ensemble de symptômes-là. Super. OK, parfait. Fait que là, tu as dit un diagnostic clinique. Ouais. Je sais pas, y a-tu d'autres choses à tester ou à mesurer ou je ne sais quoi? Ben, c'est plus cliniquement à l'examen physique là, qu'on va être capable d'identifier l'atrophie. Fait que qu'est-ce qu'on recherche? On recherche plus une muqueuse vaginale qui va être amincie, qui va être friable, qui va être sèche. L'introïtus aussi, donc l'entrée du vagin là, qui peut être rétrécie. Ce qu'on peut observer aussi, c'est les petites lèvres, les grandes lèvres qui vont s'atrophier, qui vont comme se fusionner. Il va y avoir aussi une pâleur au niveau de la vulve, au niveau du vagin, avec parfois des petites fissures, des petites zones un petit peu plus érythémateuses, des petites pétéchies parfois. Puis ce qu'on peut voir aussi, bon, ben, on en a parlé un petit peu plus tôt, là, mais des cystocèles, rectocèles, prolapsus utérin, donc des prolapsus d'organes. Et finalement, au niveau du méa urinaire, on peut voir un méa qui va être un petit peu plus proéminent là, avec des fois des caroncules de l'urètre. OK. Fait qu'encore une fois, beaucoup de choses. J'imagine qu'il y a des affaires qu'il faut essayer d'exclure aussi. C'est clair que généralement, ce qui va ressortir le plus comme symptômes qu'on va voir en clinique, j'ai parlé des symptômes urinaires, mais aussi plus toute la composante de prurite et de brûlure au niveau de la vulve et au niveau du vagin. Donc, ça fait penser quand même qu'on doit exclure, tu sais, bon, tout ce qui est vulvovaginite infectieuse, tout ce qui est vulvovaginite irritative également. Donc, celles qui utilisent des savons, des protège-dessous, des bains moussants et tous les autres facteurs de risque qu'on connaît là, pour les vulvovaginites irritatives. Évidemment, ben, les choses qu'on veut moins se faire passer, c'est plus les néoplasies. Hmm. Donc, c'est important de regarder s'il n'y a pas des lésions qui sont suspectes ou d'autres conditions inflammatoires comme le fameux lichen scléroatrophique, le lichen plan érosif ou le pemphigoïde cicatriciel. Y a-tu des facteurs de risque de ça? Ça touche-tu toutes les femmes ménopausées de façon égale ou? Non, ben en fait, ce qu'on sait dans les facteurs de risque là, du SGOM, c'est évidemment l'âge. Ça va un peu avec le concept de la ménopause. Ouais, ben là, ouais. Après ça, ce qu'on a, c'est les femmes qui sont nullipares sont plus à risque d'avoir ce syndrome génito-urinaire de la ménopause. Les femmes qui sont inactives sexuellement, la cigarette et l'alcool, qui sont des facteurs de risque pour à peu près tout dans la vie. Euh, Sinon, on a aussi les femmes là, qui ont des antécédents de chimio, de radiothérapie ou qui utilisent des médicaments anti-estrogènes là, comme le tamoxifène. Puis finalement, tu sais, on parle le SGOM associé à la ménopause, mais on peut avoir une condition un peu semblable aussi chez les femmes qui sont postpartum et qui allaitent. Intéressant. Maintenant, évidemment, la question qui tue, qu'est-ce qu'on peut faire pour aider ces femmes-là? Peut-être une petite info avant de parler des traitements spécifiquement. Là. C'est une littérature qui est. Je sais pas comment tu as trouvé ça, Lee, là. Difficile. Mais je sais vraiment pas c'est quoi le bon mot. Il y a trop d'issues, il y a trop de choses de mesurer, il y a trop d'hétérogénéité dans la façon dont on a essayé de vérifier l'efficacité des différentes affaires. C'est pas évident, parce que il y a des études, là, on va en parler, là, il y a des belles études randomisées, contrôlées, contre placebo. Il y en a même des assez grosses, des assez longues, dépendamment des traitements. Euh, il y a de la science de qualité. C'est juste que il y a des issues vraiment difficiles, je trouve, à utiliser. Premièrement, il y a des issues pas du tout cliniques, là. Fait que même dans des études récentes d'envergure, on a encore comme issue primaire des trucs comme la quantité de cellules superficielles, la quantité de cellules parabasales. Je sais pas c'est quoi une cellule parabasale. Le fameux pH, là, bon, je comprends qu'il y a une science derrière le pH, mais il me semble qu'avec des études de quelques centaines de patients randomisés contrôlés contre placebo en 2025, là, on devrait être capable de nous donner des issues pas mal plus cliniques que ça. Fait qu'il y a ça. Puis même dans les issues cliniques,
Mais il y a plein d'enjeux. Premièrement, clairement, historiquement, puis peut-être à cause de la définition qui était utilisée dans le temps, mais j'imagine, là, mais les issues étaient très, très, très centrées, ils sont encore, je dirais, très, très, très centrés sur l'aspect vaginal. Mhm. L'aspect urinaire est présent, là, par-ci par-là, on va essayer de le sortir, mais est clairement moins mis de l'avant. Puis, une des choses qu'on voit beaucoup dans ces études-là, c'est des trucs du genre, on va prendre le symptôme le plus incommodant pour chacune des participantes, puis dans le tissu primaire, ça va être une amélioration, une résolution de ce symptôme-là. Puis dans les faits, dans beaucoup d'études, ça semble se jouer principalement au niveau de la dyspareunie. Mhm. Euh, Fait que je sais pas, on dirait que j'aurais aimé ça avoir, tu sais, comme je dis, les études sont là, la qualité, la grosseur des études est là. Puis il me semble que ça aurait été si simple de juste dans les études mettre comme issue, ben, primaire ou pas, là, on s'en fout, mais quelque chose du genre résolution rapportée par la patiente ou tu sais, résolution des symptômes. Je veux dire, on est dans une condition qui est symptomatique d'abord et avant tout. Je sais pas pourquoi historiquement on a vraiment mis l'emphase sur un paquet d'autres cossins. Ça devient pas évident à interpréter, pas utiliser. Fait que je sais pas si tu as eu la même expérience que moi, Ali. 100%. Puis la difficulté, c'est quand on extrapole après, puis on se dit, on va comparer les différentes interventions Hmm. possibles, puis on se met à les comparer quand ils n'utilisent pas les mêmes issues. Mais là, ça devient vraiment difficile parce que pour un traitement particulier, on a des études sur une issue X, pour un autre traitement sur une issue Y. Puis là, on essaie de comparer ça, puis très difficile après de tenter de hiérarchiser un peu les options, là. Je veux dire, on va le faire dans l'épisode, mais il y a quand même une subtilité ici quand on analyse vraiment étude par étude, revue systématique par revue systématique. Fait que, on va faire notre gros Mais tu sais, possible. Oh, vas-y, Amé. ben, j'allais dire en même temps, c'est sûr que tu sais, le SGOM, c'est quand même large. Hein. Tu sais, comme je disais, c'est quand même trois catégories de symptômes, puis dans chaque catégorie, il y a quand même beaucoup de symptômes. Fait que, tu sais, c'est pas juste comme on veut évaluer le traitement des, tu sais, les estrogènes systémiques sur les bouffées vasomotrices, puis qu'en issue secondaire, on a quelques autres symptômes. Tu sais, on a vraiment énormément, tu sais, on a une disparité au niveau des symptômes là, entre les différentes femmes. Fait que ça aussi, je pense que ça complexifie un petit peu l'analyse. Vraiment objective de Ouais, c'est ça. tel ou Ouais, tel ou ouais, tel non, non. symptôme, là. T'as raison. Il y a probablement une hétérogénéité importante, même dans les plaintes des patientes qui rentrent dans les études. Fait que Clairement. ça part mal pour essayer de sortir des issues très claires, là, mais bon. On va faire notre possible. Commençons tout de suite avec les traitements non pharmacologiques, Camille. Ouais, ben c'est ça, les traitements non pharmacaux. C'est sûr que ben ça, c'est des recommandations là, de la SOGC, la Société des obstétriciens gynécologues du Canada. Donc, au niveau des changements des habitudes de vie, c'est pas basé sur une science qui est très, très solide, mais bon, ça plaît à l'esprit. On recommande une cessation tabagique, on recommande de diminuer la consommation de caféine. De perdre du poids, puis de limiter les irritants un petit peu que je parlais tantôt, là, les savons parfumés, les détergents, puis les spermicides aussi, là, entre autres, qui sont utilisés sur certains condoms. Ben, puis tu l'as Euh, pas mis, mais j'imagine qu'on mettrait aussi, on recommande de pas trop boire d'alcool, on recommande, ça me semble assez, des conseils qu'on donne de toute façon à n'importe à qui. l'ensemble du monde, ouais, c'est ça, exact. Mais il y a malheureusement pas, là, genre, un essai randomisé contrôlé qui a démontré l'efficacité de la cessation tabagique, là, sur les symptômes de SGUM. Non, malheureusement. Donc, c'est ça. Un autre fait intéressant, il est suggéré de maintenir des activités sexuelles régulières avec un partenaire ou par la masturbation. Donc, ça, c'est toujours le fun à dire à nos patientes. Euh, Ce qui, des fois, est un petit peu difficile, surtout quand les femmes sont symptomatiques. Parce que Mm. ça, de par leurs symptômes, ils ont tendance à avoir de la douleur, justement, de la dyspareunie, d'avoir. Donc, ça les freine un petit peu, mais c'est important de leur dire de continuer à maintenir ces activités-là. Puis, chez certaines femmes, la physiothérapie périnéale peut également aider pour maintenir, dans le fond, une bonne élasticité au niveau du vagin, éviter les douleurs. Puis, dans certains cas, on n'a même pas le choix d'utiliser là, des dilatateurs pour aller réaugmenter la taille du vagin parce que j'en ai pas parlé plus tôt, là, mais ça, c'est aussi quelque chose qu'on va observer avec le S-GOM, là, c'est que même la profondeur du vagin va diminuer aussi, là, fait que Hmm. l'ensemble de tout ça va rapetisser. Donc, la physio-périnéale puis les dilatateurs, c'est intéressant. Bon à savoir. Là, j'ai même vu qu'apparemment qu'en 2025, on peut traiter le SGUM avec des lasers.
On peut tout faire avec des Pour lasers, vrai, Nico, là, en ça... 2025. Ouf! Ouais, ben Pas c'est tant sûr sûr que que c'est une bonne idée, ça. Je sais pas. Moi, quand je pense à des lasers, moi, vous le dire, je ne vous compterai pas de mentir, je pense à Star Wars. Ben, c'est exactement ça que j'allais dire. Puis des lasers dans Star Wars, d'habitude, c'est pas bon, là. eh ben, ouais, ben non, c'est ça. Donc, la thérapie vaginale au laser, là, c'est quelque chose qui se fait, en fait, mais qui est pas. Tu sais, le concept, ça serait basé là, sur que ça causerait des microtraumas qui finalement augmenteraient la formation de collagène puis une meilleure revascularisation. Puis ça aiderait aux symptômes. All right. Ça fait le tour pour les trucs non pharmacaux? Yes! Médicaments maintenant. Fait que, bon, n'importe qui a déjà lu là, ou eu un cours sur le traitement à l'époque de l'atrophe vaginale, maintenant du SGUM, a probablement retenu que le premier choix de traitement, il y a une espèce d'ordre qui s'est fait depuis longtemps, de façon un peu intuitive, j'imagine. Donc, premier choix, les lubrifiants. Ensuite de ça, les hydratants vaginaux. Puis ensuite de ça, les thérapies hormonales. Je comprends l'idée, mais en tout cas, on va voir là, dans le système de santé québécois, justement, l'ordre peut peut-être être parfois modifié. Fait que si on suit cet ordre simple là, les lubrifiants. Ben oui, j'imagine que ça fait plein de sens de penser que des lubrifiants peuvent aider des patientes prises avec un SGUM. Qu'on se comprenne bien, c'est surtout en fait pour la partie activité sexuelle, là. Un lubrifiant, ça agit pas longtemps, ça n'a aucun effet sur la physiologie, la physionomie, sur tout ça là, du SGUM. Fait que, ben, ça le dit, là, ça lubrifie. Il y en a des tonnes de disponibles sur le marché. J'ai évidemment aucune science pour en recommander un très précisément. Il n'y a à peu près pas d'études là, qui a de l'allure là-dessus. On peut imaginer que un peu comme une crème hydratante, je dirais. Les femmes peuvent en essayer différents, voir s'il y a quelque chose qui leur convient mieux selon leurs préférences, selon la consistance, le ci, le ça. Grosso modo, ben, il y a trois sortes, hein. Il y a ceux à base d'eau, ceux à base de silicone, ceux à base d'huile. Les petites choses à se rappeler quand même, là, les produits à base d'huile sont à éviter si on veut utiliser un condom, parce que ça pourrait là, altérer l'intégrité du dit condom. Probablement essayer d'éviter les affaires avec trop d'ingrédients, les affaires avec des parfums, les affaires avec des saveurs, Hmm. les affaires avec du sucre. Mais bon, après ça, j'imagine que chaque personne est libre de faire ses essais puis de choisir le produit qui lui convient. Euh, on peut toujours, en passant, là, surtout pour justement des produits peut-être un petit peu plus exotiques, faire un essai à appliquer sur la peau d'abord pour s'assurer que la personne ne fait pas une réaction à un quelconque ingrédient, un parfum ou une affaire de même. Fait que juste s'assurer que la peau le tolère bien. Mais C'est sinon, un très bon conseil, ça. ben, hein? Sinon, j'ai pas grand-chose de bien plus utile à mentionner sur l'utilisation des lubrifiants dans le traitement du SGUM. Fait qu'une utilisation au besoin, principalement pour les activités sexuelles, pour quelque chose qui va faciliter le tout, rendre le tout plus confortable pour une courte durée. Merci, bonsoir. Disponible dans toutes les bonnes pharmacies. Et même les moins bonnes. Et les moins bonnes. Et autres endroits plus spécialisés. Ça, j'aime Ouais, bien. Et absolument. ailleurs qu'en pharmacie. Absolument, absolument. Là, après ça, on passe aux hydratants vaginaux. Puis, c'est une science un peu particulière. Dans le fond, a priori, ce qui définit un hydratant vaginal, c'est une substance qui contient pas d'hormones. Il n'y a pas de médicaments proprement parler, mais dans lesquels ça a été construit pour être bio-adhésif. Hein, moi aussi, je peux utiliser des mots compliqués des fois. Et donc, rester en place, puis favoriser là, l'hydratation des muqueuses, puis tout ça à plus long terme. Quand on parle d'hydratants vaginaux, on pense à quoi? Là, des produits qu'on voit beaucoup. Là, on n'est pas du genre à mettre des produits de l'avant, là, mais des produits comme Replans, Répagine, Vagisil, Ginatroph sont des exemples d'hydratants vaginaux. C'est des produits qu'on peut acheter, encore une fois, dans les bonnes et les moins bonnes pharmacies. Puis là, ben, tranquillement, pas vite, on tombe dans une catégorie de produits pour lesquels il y a une science un peu plus intéressante. Fait qu'on a quand même quelques études randomisées contrôlées avec différentes formes de ces hydratants-là. Ils ont chacun leur formulation, leurs ingrédients dits actifs, puis tout ça, là. Encore une fois, vous le devinerez, j'ai de la misère à pouvoir les comparer l'un à l'autre, mais j'ai des études qui démontrent leur efficacité quand même par rapport à des placebos, par rapport à même des traitements hormonaux. Fait qu'il y a quelques vieilles études que je vais sauter, parce que là, à un moment donné, ça devient long. Mais si on regarde quand même dans les trucs un peu plus récents, il y a une étude particulièrement intéressante en 2018, une étude randomisée contrôlée, où on a comparé les comprimés vaginaux d'estradiol, avec des produits comme le Vagifem, par exemple,
à un placebo, mais aussi au Replens, donc un hydratant vaginal, chez quand même plus de 300 femmes pendant 12 semaines. Tu sais, mine de rien, on voit pas ça souvent, ce genre d'études-là, pour des produits en vente libre, là. En C'est effet. quand même assez gros. Puis là, ben, ce qui est le fun dans cette étude-là, en plus, c'est qu'il y avait du double placebo, là. Fait qu'il y avait des femmes qui recevaient les comprimés vaginaux d'estradiol plus un gel de placebo, des femmes qui recevaient des comprimés vaginaux de placebo et le Replens, puis des femmes qui recevaient les deux placebos. Fait qu'il y avait Hmm. vraiment l'ensemble de l'œuvre en place. Petit bémol quand même, je l'ai mentionné tantôt, un gros enjeu qu'on a avec ce genre d'études-là. Pour la majorité des femmes, le symptôme principal, c'était de la dyspareunie, là. Fait que 60% des femmes, c'était le symptôme le plus dérangeant. Fait que on parlait de l'hétérogénéité de la présentation clinique, puis comment c'est difficile d'extrapoler les résultats à d'autres problèmes, là. Fait que c'est un bon exemple. Puis au bout du compte, dans cette étude, ben, il y a eu de l'amélioration de façon significative sur plein d'affaires, mais pas de différence, en fait, entre les groupes. Hmm. Puis là, ben, ça a amené l'hypothèse que, on se rappelle, mais dans tous les groupes, ils recevaient au moins un gel ou quelque chose là, de minimalement lubrifiant. Fait qu'il y a l'hypothèse de à quel point les produits ont été moins bons que ce qu'on pouvait attendre versus ben, les placebos ou les gels ou les ci puis les ça, un certain effet. Encore une fois, l'analogie avec la peau, les crèmes hydratantes. Ça aussi, on a vu ça dans des études randomisées contrôlées de crèmes hydratantes parce que quand tu fais un placebo, mine de rien, il faut quand même que tu mettes quelque chose dedans, là. Et bref, n'importe quoi a fait la job ici. Quand même bon signe pour les patientes Ben, qu'on traite. absolument, absolument. En 2024, plus récemment, un essai randomisé contrôlé de 45 femmes où on a comparé encore une fois des comprimés vaginaux d'estrogène versus un hydratant, là, dans ce cas-ci, qui était à base d'acide hyaluronique pendant 12 semaines. Puis dans les deux groupes, 90% des femmes là, ont noté une amélioration intéressante. Encore une fois, pas de différence par contre entre les deux groupes. Mm. Hmm. Fait que bref, les hydratants vaginaux, des traitements qui ont une efficacité démontrée, surtout pour la partie, bon, ça va avoir la niaiseux, mais je vais dire vaginale. Fait que tu sais, pour les symptômes urinaires, par exemple, là, j'avoue que j'ai pas vu grand-chose avec les hydratants vaginaux. Je dis pas qu'il n'y a pas d'effet, mais malheureusement, les études ne se sont pas attardées beaucoup là-dessus. Des produits qui viennent sans hormones. Fait que pour les femmes qui veulent éviter les hormones, les femmes chez qui nous, on veut éviter les hormones, il y a de quoi d'intéressant. Mais la vérité, c'est que dans le système de santé québécois, ben, ce sont des produits qui ne sont pas couverts. Hmm. Puis qui ne sont Ouais. pas donnés, là. Chaque produit a ses coûts, là, mais ça peut revenir quand même assez cher. Même si c'est des produits qu'on n'a pas besoin d'appliquer a priori à tous les jours, là. Généralement, c'est des applications 2 ou 3 fois par semaine qui sont recommandées. Il en reste que c'est un traitement, tu l'as dit, Amé, tu parlais de 30 ans tantôt en moyenne, là. Mm. Fait que je veux dire, c'est quand même des sous. OK. Mais c'est ça, il en reste quand même que. Moi, je le vis en pratique, là, je sais pas, Ami, ça vous est arrivé, mais moi, ça m'est arrivé en pratique des femmes qui se plaignaient de symptômes, de SGUM, puis chez qui, parce que c'est l'espèce de message véhiculé tout le temps, ben, on dit, elle va essayer des lubrifiants, non, oui, ça marchait pas, ok, elle va essayer un hydratant vaginal, ça serait la prochaine étape. Mais la vérité, pour une femme qui est, par exemple, assurée avec la RAMQ, qui a des moyens financiers limités, ben, peut-être que la prochaine étape, ça pourrait aussi être d'emblée des estrogènes vaginaux, qui, mine de rien, sont tous sur la liste régulière des médicaments de la RAMQ, là. Mhm. Fait que Tout à juste fait. à considérer. Ça marche-tu? Fait que, ben oui, évidemment, les estrogènes vaginaux, ben on l'a vu déjà là, avec certaines études d'hydratants vaginaux, des taux de réponse qui sont quand même assez impressionnants. Petit rappel, on en a plusieurs quand même disponibles sur le marché, hein. On a, je vais dire, nos vieux classiques. Puis là, j'ai comme pas le choix d'utiliser les non commerciaux, là. On n'est pas censé faire ça généralement, là, mais je sais pas comment je ferais autrement. Fait que les comprimés vaginaux, le Vagifem, les crèmes vaginales, le Prémarin, l'Estrone, l'anneau vaginal, l'Estring. Puis il y en a un peu plus récent, des capsule de gel vaginal, Limvexi. Puis là, pour de Hmm. vrai, là, je commence à être tanné un peu de cette game infinie de Scrabble international-là, mais ça s'écrit vraiment IMVEXXY. Quand même. Je veux dire, Faut tu le vois faire. qu'il était comme, bon, on a déjà un V après 4 lettres, ça donne quand même des points, mais on peut-tu faire mieux? On a encore de la place pour 3 lettres supplémentaires. On y va, Lynn. XXY. Mais moi, je pense que c'est une histoire d'affaires de XX de chromosomes pour les femmes, là. Tu sais, je vois quelque chose d'un peu. Je pense qu'elle Puis, met une réflexion marketing plus poussée, là. ben, elle a dit ça, mais honnêtement, ils sont forts en tas au Scrabble, là. Je veux dire, je sais pas ça donne combien de points, un V, un X, un autre X, puis un Y dans un mot de cette lettre, mais ça doit être payant, là. Je peux pas croire.
C'est sûr. Donc, tous ces produits-là, ben, devinez quoi, ça fonctionne mieux qu'un placebo. Bonne nouvelle. On a honnêtement plusieurs études sur le sujet. Les différents produits ont été testés. Pour vous donner une idée, là, la dernière revue Cochrane sur le sujet des estrogènes vaginaux sur les symptômes vaginaux date de 2016. Puis déjà, à ce moment-là, on avait 30 études randomisées contrôlées, plus de 6000 femmes incluses. Fait on en a de la science, on a de la vieille science. Au bout du compte, tout ça a l'air de montrer que ça fonctionne mieux qu'un placebo. On avait quand même encore en 2016 des enjeux, là, c'était presque toutes des études assez petites, des études typiquement entre 50 et 200 femmes, des études aussi relativement courtes, là, il y a beaucoup de 12 semaines. Il y a une étude qui se démarque en fait dans cette littérature-là, fait que j'ai décidé de mettre plus l'emphase sur elle. Là. C'est une étude qui date de 2003, mais une étude qui est vraiment plus grosse et plus longue que les autres. Donc, une étude où on a comparé les comprimés vaginaux, 25 microgrammes, fait que la vieille formulation de Vagifem. Oli, t'as pas dû connaître ça, hein, le Vagifem 25? Ça me dit rien. Tellement jeune. Donc, la vieille formulation de Vagifem contre placebo chez 1612 femmes Quand pendant même. 1 an. Wow. Quand même impressionnant, sans joke, là. Puis ici, ce qui est le fun en plus, c'est vu la durée puis la grosseur de l'étude, on a quand même un petit peu plus de puissance statistique pour l'exploration des différents symptômes puis des différents aspects des symptômes génitaux urinaires aussi ici. Fait qu'en gros, quand on regarde l'étude, la première affaire qui, moi, m'intéressait, là, comme je vous dis, il y a des tonnes d'issues, là, mais il y a un truc qui appelle, eux, le succès global. C'était pas parfaitement clair ce que ça veut dire, mais en gros, j'en comprends que la personne est satisfaite là, puis qu'elle va franchement mieux. 86% des femmes dans le groupe traitement à 12 mois contre 41% des femmes dans le groupe placebo pour un NNT à 3. Écoute, pas grand-chose qui accote ça, là. Quand même très fort, là. C'est très, très fort. Puis quand on regardait les différents symptômes, les différentes plaintes, ben, il y avait une amélioration importante là, sur que ce soit la dyspareunie, mais aussi la sécheresse, le brûlement, le prurit, même les infections vaginales. Puis au niveau des symptômes urinaires, il y a une amélioration là, de la dysurie, de la nicturie, des incontinences et des infections. Fait que Hmm. ça a été une étude, ma foi, très, très, très gagnante pour les estrogènes vaginaux ici. En même temps, tant mieux. Écoute, ça marche si bien, pourquoi s'en priver? Pour le produit plus récent, là, le Imvexi, là, le gagnant du Scrabble, fait que c'est des capsules de gel. C'est comme du Vagifem, finalement, mais au lieu d'être des comprimés qu'on insère avec un applicateur, c'est des capsules de gel qui peuvent être insérées à la main. Je sais pas, là, j'avoue que je me sens pas parfaitement à l'aise pour dire à quel point c'est un avantage. Mais, Je pourrais pas dire aussi. je pensais qu'Amé allait répondre plus que toi, Oli, moi te le dire, là. Ouais, Mais, ben, Ben, je comblais un vide, là. ben, ben, écoute, j'ai pas, je pourrais pas parler pour l'ensemble des femmes, là. Je sais qu'il y en a qui trouvent que les applicateurs, des fois, c'est un peu difficile, un peu gros, un peu désagréable. Fait que l'Imvexi, corrige-moi si je me trompe, mais normalement, s'insère quand même proche de l'introïtus, là. Je pense qu'on parlait à 1 ou 2 centimètres avec le doigt de l'introïtus. Fait que, il y en a qui trouvent probablement ça plus agréable qu'avec le bon vieil applicateur en plastique. ben écoute, pourquoi pas. Donc, produit plus récent, études plus récentes, ils ont fait une étude principale, en fait, là, pour mener à l'approbation, l'étude Rejoice. Quand même, très Au fort, nom je de trouve, l'étude. comme nom. Oh non. Ouais, ouais. Publié en 2017, donc une étude randomisée contrôlée de 764 femmes où on a comparé les capsules de gel vaginal là, de 4, 10, 25 microgrammes à un placebo pendant 12 semaines. Encore une fois, par contre, là, tu sais, une étude de 2017, puis les issues primaires, là, c'était la quantité de cellules superficielles, de cellules basales, le pH et la dyspareunie. Mais tu sais, je Ouais. sais pas, moi, mettons, là, c'est un peu niaiseux, là, je suis censé faire quoi avec ça, moi, le décompte de cellules superficielles? Là, ils me montrent des chiffres là, dans l'étude, puis ils disent, regardez, il y en a plus. Là, j'imagine que tu es censé te dire, ben, c'est une bonne nouvelle. J'avoue que ça me fascine qu'avec une étude de 764 femmes, tu ne mettes pas l'emphase sur quelque chose de plus clinique. Là. Mais bon, c'est comme ça. Puis au bout du compte, bref, ben, ça a marché. Il y avait peut-être, quand on regardait, là, ils ont mesuré plein d'affaires, évidemment, là, encore une fois, les différentes plaintes, les différents symptômes. Peut-être un effet un peu moins prononcé de la dose de 4 microgrammes par rapport aux doses de 10 et de 25. Fait qu'en tout cas, à prendre avec un certain grain de sel, mais ça laisse croire que pour, par exemple, une patiente qui ne répondrait pas aux 4 microgrammes, il pourrait y avoir un intérêt à essayer le 10.
Parlons innocuité. Faut leur donner aussi, là, ces traitements-là ont une très, très bonne innocuité. Au bout du compte, là, mettons dans la revue Cochrane, là, on incluait là, des dizaines d'études randomisées contrôlées puis des milliers de femmes. Euh, il n'y a pas grand-chose qui est sorti de là, là. Fait que, il n'y avait pas de différence en fait entre les groupes placebo puis les traitements sur les effets indésirables. Dans les choses à mentionner, un écoulement possible avec notamment les crèmes. Sinon, en termes d'innocuité, bien évidemment, il y a la question là, classique là, qui, je sais pas là, vous autres, mais moi, elle revient peut-être moins souvent qu'elle revenait, là, mais il y a un certain nombre d'années, mon Dieu, qu'elle revenait tout le temps. C'est l'impact de l'estrogène vaginal sur le risque de néoplasie de l'endomètre, puis le besoin donc d'utiliser une protection à base de progestatifs pour les femmes qui ont encore leur utérus. Hmm. Parce que dans les monographies de ces produits-là, il y a encore des encadrés noirs, puis des alertes, puis des ci, puis des ça. Je pense que sont juste là parce qu'ils n'ont pas le choix d'être là, parce que c'est des produits à base d'estrogène. Dans les faits, quand on regarde la science disponible, ça semble pas vraiment être un enjeu. Puis là, qu'on se comprenne bien, j'ai bien dit la science disponible. Vous devinerez que, je vous l'ai dit, là, la plus grosse étude, en fait, c'est l'étude avec les comprimés vaginaux là, de 1612 patientes en 2003 pendant un an. Fait que, tu sais, j'ai pas d'étude de 20 000 patientes pendant 10 ans là, qui permettrait d'aller voir, par exemple, des taux de cancer puis des affaires de même. Dans l'étude en question avec les comprimés de 2003, il y a quand même des patientes chez qui on a fait des mesures d'épaisseur de l'endomètre, puis il n'y a rien qui est sorti là. On a mesuré aussi les taux d'estradiol sérique. Ça ne changeait rien entre le placebo et les comprimés. Il y a une absorption qui semble être assez limitée, puis il y a un impact qui semble être très, très, très petit finalement sur l'exposition systémique. Il y a plein de gens qui ont regardé l'ensemble de la littérature disponible. Après ça, mais on se rappelle là, que la majorité des études, c'est des études de 12 semaines. Pas sûr que là, tu peux aller super loin avec une étude de 12 semaines pour évaluer le risque là, de cancer, là, mais bon. Puis quand on regarde, bref, toutes ces études-là, c'est excessivement rassurant. Après ça, quand on veut essayer de trouver des données un peu plus grosses, un peu plus longues, on doit se tourner vers des données observationnelles. Puis oui, on a différentes études là, qui peuvent inclure quelques milliers de femmes. On a même des études observationnelles quand même intéressantes où on a ciblé des femmes avec des antécédents de cancer du sein, par exemple. Des études avec des antécédents de cancer gynéco autres. Puis encore là, on n'a pas réussi à avoir grand-chose, autant sur le risque de récidive ou de cancer, que même sur les taux d'estrogène sérique. Puis bon, ça plaît à l'esprit de penser que si t'es pas exposé à davantage d'estrogène, vraiment, le risque que ça te crée des problèmes systémiques sont probablement moins présents. Mais là, bon, vous comprenez que j'utilise beaucoup de conditionnels dans ce que je dis. Là, je ne pourrais pas vous faire de promesses là, sur quoi que ce soit. Au bout du compte, il y a des sociétés savantes qui ont essayé de se positionner. Il y a un beau consensus, notamment publié conjointement par la Société nord-américaine de ménopause et la Société internationale pour l'étude de la santé sexuelle des femmes. Là, je fais des traductions libres. En 2018. Puis c'est super clair, honnêtement, avec tous les scénarios possibles, là, autant la femme sans facteur de risque jusqu'à la femme qui a un cancer du sein hormonodépendant, par exemple. On mettra la référence sur le site web, mais de façon générale, pour les patientes qui n'ont donc pas d'enjeu particulier, il n'y a pas besoin d'utiliser un progestatif conjointement avec les estrogènes vaginaux. Super. Fait que c'est pas mal ça pour les estrogènes vaginaux. Les autres petites affaires peut-être à considérer, là, il y a le fameux loading, hein, les posologies de ces affaires-là, on dirait surtout les crèmes. C'est pas super clair, je sais pas vous autres. Les comprimés vaginaux, ça va, là, tu peux difficilement te tromper. Mais il y a l'idée d'un loading, bref, dans tous les cas. Fait que, par exemple, pour les comprimés vaginaux, généralement, ce qui est recommandé, puis c'est ce qui est fait dans les études, là, en fait, là, c'est les protocoles d'études qu'on copie, c'est un comprimé vaginal à tous les jours pendant 2 semaines. Puis après ça, on passe à 2 fois par semaine. C'est le même concept aussi avec les crèmes. Il y a l'anneau, évidemment, qui est différent. Tu ne peux pas te faire un loading d'anneau vaginal. Fait que l'anneau, c'est un anneau que tu changes régulièrement. Autrement, en termes de petites choses à se rappeler, c'est des produits qui n'ont pas un effet instantané. On parle de quelques semaines, voire plusieurs semaines avant de voir l'effet maximal. Fait que donnons-nous un peu de temps là, avant de conclure un échec avec nos patientes. Sinon, en termes de prix, on l'a dit, c'est tous des produits qui sont couverts par la RAMQ. Il y a certaines différences de prix quand même. Par exemple, pour 18 comprimés de Vagifem, on parle d'à peu près 40 autant, alors qu'on est plus dans le 65 pour 18 comprimés de Imvexi.
mais c'est sûr que ça donne plus de points Scrabble. Là. Fait qu'à un moment donné, il faut faire des choix. On se rappelle que l'enjeu de l'applicateur, là, puis de l'application qui est différente, puis peut-être plus facile pour les comprimés d'Imvexi. L'estrie, on est autour de 60$ par anneau. Puis les crèmes, ben là, c'est sûr, ça dépend des quantités de crèmes qui sont utilisées, là. Mais pour vous donner une idée, il y a quand même une différence significative, là. On est à 25$ pour 30 grammes de primarin contre 15$ pour 45 grammes d'estragène. Il Quand y a même. quand même une différence de prix ici. Fait que c'était pas mal ça que j'avais à dire sur les estrogènes vaginaux. Oli, au-delà des estrogènes vaginaux, qu'est-ce qu'on peut utiliser pour soulager le SGUM? Bonne question. Euh, premier choix, puis là, on va y aller assez rondement pour celui-là, c'est les estrogènes systémiques. Parce que, veux pas, dans presque tous les guides de pratique, vous allez trouver une petite mention qui dit que l'hormonothérapie systémique pourrait être utilisée, être efficace pour les symptômes génito-urinaires liés à la ménopause. Dans le contexte, surtout, dans le fond, on a une autre indication pour une prise systémique, comme des symptômes vasomoteurs. Mm. Par contre, les guides de pratique ajoutent généralement que les formulations d'estrogènes vaginaux sont plus efficaces que l'hormonothérapie systémique. Moi Quand on c'est ce que j'avais regarde, retenu, là. L'idée, c'est de dire, ouais. si tu es pour donner une hormonothérapie de remplacement systémique à une femme, de toute façon, ben, commence juste avec ça. Puis regarde ce qui se passe au niveau SGUM. Puis Mhm. au besoin, ben là, un traitement vaginal aurait le potentiel d'être plus efficace. Ouais. Mais Si on c'est vrai regarde, ou c'est pas ben, vrai? difficile de répondre. Là, après, on aurait tout l'argument d'une patiente qui serait particulièrement symptomatique, qui voudrait traiter plus rapidement son SGUM, mais ça serait dans un monde tout à fait possible et justifiable de débuter les deux en même temps. Je pense que ça pourrait se défendre pour certains cas, mais Hmm. c'est sûr que si on vient traiter des symptômes vasomoteurs avec des hormones, c'est Péros ou si on utilise la forme transdermique, ça se pourrait que on améliore le SGUM aussi. Donc, il y aurait peut-être un bénéfice à tenter la prise systémique en premier si on le débute de toute façon pour les symptômes vasomoteurs. Par contre, quand on regarde la science autour de ça, c'est pas aussi clair, là. Il y a des taux de réponse dans les études observationnelles qui nous disent que on a peut-être le 2 tiers aux 3 quarts des patientes qui répondraient au niveau de leur SGUM à une hormonothérapie systémique, alors qu'on s'approcherait plutôt du 90% de taux de réponse pour les estrogènes vaginaux. Par contre, ça, c'est plus pour la littérature observationnelle. Quand on regarde des études randomisées contrôlées en bonne et due forme, il n'y en a vraiment pas beaucoup. Tout ce que j'ai trouvé vraiment disons, plus intéressant, c'est une méta-analyse de 1998 qui démontre essentiellement, à partir de 6 études, puis environ 400 femmes post-ménopausées, que l'hormonothérapie systémique serait plus efficace que le placebo pour l'amélioration Hmm. des symptômes, surtout vaginaux, mais c'était difficile dans cette méta-analyse-là de sortir des taux de réponse puis des statistiques plus précises. Ça semblait moins efficace que les estrogènes vaginaux, par contre. Ben, bon, fait que tout ça se tient finalement. Tout ça se tient. Fait on résume, si on désire débuter une hormonothérapie systémique pour XY symptômes, puis que la femme, a des symptômes de SGUM, ben, il pourrait être dans un but ben, de simplicité, d'économie, puis tout ça, judicieux de voir la réponse à l'hormonothérapie systémique, puis au besoin d'utiliser en plus un traitement d'estrogène vaginal, par exemple, pour les SGUM. Tout à fait. OK, ça fait du sens. Puis là, il y a des affaires, il y a des nouveaux produits aussi. Ben, nouveaux. Je sais pas combien de temps ça reste nouveau, cette affaire-là, mais il y a des produits quand même relativement récents qui sont arrivés, là, autres pour aider les femmes avec le SGUM. Ouais, il faut dire que je me suis rendu compte que je n'étais pas 100% à jour dans la Ah ouais, prise en c'est charge vrai? du SGUM. Quand j'ai vu la prastérone et l'ospémifène, je me suis demandé si c'était des produits naturels en premier. Puis après, je me suis rendu compte que c'était des médicaments. Ben Euh, oui, ben oui. En même temps, à ta défense, bon, tu nous en parlais, mais il y a des enjeux d'accès, là, qui fait que on s'en sert pas à pelleter, là. Ben, surtout en plus qu'on l'a vu avec nos autres traitements, on a quand même une efficacité qui est somme toute très bonne avec que ce soit les lubrifiants ou ben pas les lubrifiants, les hydratants ou les estrogènes vaginaux. Ah ouais, ouais. Fait que c'est plus rare, disons, qu'on a des patientes qui répondent vraiment pas du tout à nos premières lignes de traitement et pour lesquelles il faut se rendre
à ces deux options-là. Donc, première option, disons, un peu plus loin dans notre algorithme, c'est la prastérone, plus connue sous le nom commercial d'Intra-Rosa. C'est une C'est forme beau. synthétique. Et là, je veux dire le nom au long, Nico, parce que je sais que tu es un fan de noms scientifiques compliqués, là. Hmm? La déhydroépiandrostérone. Ben, Donc, ça la manque de X puis de Y quand même, là. Par contre, il compense avec la longueur du mot. Je sais pas, par contre, au Scrabble, Ouais, avec c'est le ça nombre de l'affaire. lettres, si Moi, ça j'avais un marche, prof en là. secondaire 3, il disait tout le temps ça en biologie quand il sortait des mots de 32 lettres, il disait ça, c'est bon au Scrabble. Non, c'est pas bon au Scrabble, monsieur. Ça sert à rien un mot de 32 lettres au Scrabble. T'as pas assez de lettres? Son autre petit nom, c'est la DHEA. Dans le fond, c'est transformé en estrogène et en testostérone. Puis l'idée ici, c'est que physiologiquement, la ménopause serait aussi associée à une diminution de la production de testostérone qui a plusieurs rôles au niveau de la muqueuse vaginale et des voies urinaires. Puis on viendrait avec ce produit-là supplémenter aussi le déficit en testostérone. C'est l'idée physiologique sous-jacente. OK. Honnêtement, moi, ce que je veux savoir surtout, c'est ça marche-tu? Mhm. Si on regarde la science, on a une publication en fait qui combine les résultats de 3 études randomisées contre placebo qui inclut un total d'environ 1000 participantes suivies pendant 12 semaines. Les patientes incluses dans ces études-là étaient surtout âgées dans la cinquantaine, soixantaine, post-ménopause, puis on a décidé avec la prastérone de cibler vraiment des femmes qui avaient la dyspareunie modérée à sévère, puis il fallait que la dyspareunie soit le symptôme le plus dérangeant de leur SGO. Ce qui était, comme on disait tantôt, c'est un peu similaire à beaucoup de populations étudiées avec les estrogènes vaginaux, finalement. Tout à fait, tout à fait. OK. On excluait sinon quelques participantes là, qui prenaient déjà un traitement d'estrogène ou de testostérone qui soit local, vaginal ou systémique. Puis on excluait aussi un paquet de comorbidités de ces études-là. C'est un peu c'est assez restrictif, mettons, pour un traitement topique qui est somme toute peu absorbé. On le verra bientôt, là, mais on excluait des patientes diabétiques avec des antécédents d'embolie, d'hypertension, dépression, puis la liste était quand même assez longue. Puis peut-être, là, tu sais ça, on a parlé tantôt là, du risque de cancer ou de l'absence de risque peut-être de cancer avec les estrogènes vaginaux. Mais on a la même problématique avec les études de produits d'estrogènes vaginaux. Là, même l'étude la plus récente, là, tu sais, celle de l'Imvexi qui était en 2017, le Rejoice. Encore là, malgré la science, bon, avec ses limites disponibles, malgré l'intérêt clairement qu'on peut avoir à essayer de confirmer la possibilité d'utiliser ces produits-là chez un paquet de femmes, ben ça aussi, hein, il excluait toutes les femmes avec des histoires de cancer, de maladies cardiovasculaires, de maladies thromboemboliques, même de maladies rénales, maladies hépatiques. Ils prennent encore, malgré tout, des populations assez nichées, là. Oui, clairement. OK? Fait que dans tes 3 études, là, de quoi, t'as dit à peu près 1000 femmes, ça a-tu Mhm. marché? Ben, là, vous en jugerez selon les statistiques que je vais vous donner. Là, c'est un peu difficile à interpréter cliniquement parce qu'on n'a pas de taux d'amélioration, de taux de réponse. On peut pas donner de NNT. C'est des issues qui sont, c'est des échelles, c'est analysé de façon Mhm. continue. L'issue primaire, souvent, c'était la douleur lors de l'activité sexuelle ou la sensation de sécheresse. C'était catégorisé typiquement en 4 pointages: 0, aucun symptôme; 1, symptôme léger; 2, symptômes modérés; 3, symptômes sévères. C'est assez straightforward. Puis là, quand on regardait par exemple, pour la douleur lors de l'activité sexuelle, les patientes avaient un score d'environ 2,7 sur 3 à la base, donc quand même assez sévère. Le placebo, ça diminue ce score-là d'environ 1, ce qui est statistiquement significatif contre la valeur de base. La prastérone, ça diminue le score d'environ 1,5, ce qui est statistiquement significatif comparativement à la valeur de base, puis au groupe placebo, mais comparativement au groupe placebo, c'est une diminution de 0,5. Donc, 1,5 moins 1, 0,5. Tous des chiffres qui sont difficiles à interpréter, en effet, là. C'est ça. C'est pas en plus, là, moi, contre toute attente, je suis pas super à jour sur ma prestérone. Pas sûr pourquoi, mais en tout cas. Il n'y a pas aussi dans ces études-là, eux autres aussi, les issues de cellules superficielles, puis de cellules parabasales, puis de patentes de même? Oui, Nico, mais j'ai pris la décision de ne pas en parler. Ben, je pense que c'est une sage décision.
Pour vrai, je comprends. Je trouve ça quand même fascinant qu'il n'y ait pas, tu sais, c'est ça. Là, nos bonnes vieilles issues, là, même si tu mets en issue tertiaire, là, ou je sais pas quoi, juste, mesdames, avez-vous l'impression d'être pareil, pire, un petit peu mieux, beaucoup mieux? Tu sais, cette bonne vieille Mhm. issue simple, là. Ouais. Mais bon. Mais sinon, pour la sécheresse vaginale, juste dire, ben, ça donnait environ les mêmes chiffres, mais la différence était un petit peu moins importante entre le placebo et la prastérone. Ça allait quand même dans le bon sens, mais c'était cette différence de 0,5 était encore un petit peu plus basse pour euh, la sécheresse vaginale. Hmm. Donc, c'est ça. Bonne nouvelle, par contre, c'est en termes d'effets indésirables, ça semble quand même bien toléré, honnêtement. Là. Le seul effet secondaire le plus fréquent dans le groupe prastérone, c'était les pertes vaginales post-application. 8% des participantes contre 3% dans le groupe placebo. Donc, ça arrivait quand même pas si souvent. Sinon, on regardait euh, tout ce qui était absorption systémique, là, mais les niveaux sériques d'estrogène, de testostérone des patientes sous prastérone restaient dans les valeurs normales ajustées pour l'âge puis pour la ménopause. Donc, c'est quand même assez rassurant, mais on n'a pas beaucoup de recul, disons, Hmm. à long terme, puis avec un petit peu plus de participantes. Là. Un peu comme tantôt avec nos estrogènes vaginaux, finalement, là. Exactement. OK. Fait que j'en retiens pas une tonne. Je vais dire pas grand-chose. Dans le sens que, tu sais, il y a une efficacité démontrée, on lui donne, mais on dirait que j'ai pas retenu grand-chose de révolutionnaire par rapport au traitement déjà disponible. Puis bon, comme c'est récent, on présume que c'est plus dispendieux. Mhm. On parle d'environ 50 $ par mois avant les honoraires du pharmacien, les frais de distribution. C'est pas couvert par la RAMQ. Donc, c'est quand Hmm. même à prendre en considération. OK. Fait que ça serait qui concrètement ma population là, pour l'intrarosa en clinique, là? Ben, mettons clairement une patiente qui ne répondrait pas suffisamment à plusieurs estrogènes vaginaux. On a ici comme nos choix usuels, puis elle trouve que ses symptômes restent vraiment importants, puis elle veut essayer autre chose. Je pense que ça pourrait quand même se défendre de lui présenter les autres options disponibles sur le marché. Mais à part ces patientes-là, je verrais pas trop à qui ça pourrait s'appliquer. Puis en plus, juste, je me souviens pas si tu l'as dit tantôt, mais tu sais, t'as dit que c'était des ovules vaginaux, mais c'est des applications une fois par jour ici à tous les jours, et non 2 fois par semaine, comme on retrouve avec nos estrogènes vaginaux. Ouais, je fais bien de le préciser. Fait que c'est un autre, ben, une certaine forme de désagrément associé, j'imagine. Mhm. OK, puis là, ben, tu nous parlais de l'ospémifène aussi avec ça. Oui, connu aussi sous son nom commercial d'Osphena. Ouais, c'est beau. Pas Ouais, payé en Scrabble, mais c'est beau. c'est quand même, quand même. Pharmacologiquement, c'est un modulateur sélectif des récepteurs aux estrogènes. Donc, l'ospémifène, dans le fond, peut être à la fois un agoniste ou un antagoniste des récepteurs à l'estrogène, dépendant de leur localisation. Puis ça, c'est pas toujours un concept qui est facile à comprendre, là. Si on prend certains exemples, l'ospémifène, c'est un agoniste partiel du tissu épithélial du vagin. Donc, ça favorise la maturation, l'épaisseur, la lubrification de la muqueuse vaginale. C'est l'objectif thérapeutique qu'on recherche notamment. D'un autre côté, c'est un antagoniste au niveau du tissu mammaire. Donc, ça favorise pas la prolifération du tissu mammaire. Donc, selon la localisation des récepteurs à l'estrogène, on peut venir les stimuler ou les bloquer, dans le fond. Fait qu'en gros, sur papier, c'est comme une espèce de produit un peu génial, permettrait d'aller chercher les effets positifs tout en excluant les effets potentiellement négatifs. En théorie. Parfait. Si vous l'aurez deviné, là, ça se prend par la bouche. Là. La dose recommandée, c'est 60 mg une fois par jour. On conseille généralement de le prendre en mangeant pour améliorer son absorption et son efficacité. En termes de science, c'est un peu compliqué de fournir une synthèse, disons, claire des évidences qui pourraient supporter ou non le spémifène parce Ah qu'on n'a ouais? pas de méta-analyse disponible sur ce traitement particulier-là. On a des études randomisées contrôlées contre placebo. On en a 3 pour un total de 1700 participantes environ, suivies pendant 12 semaines. On incluait dans ces études-là des patientes post-ménopause dans la cinquantaine, la soixantaine, qui présentaient une sécheresse vaginale modérée à sévère avec parfois d'autres symptômes de SGUM.
Les critères d'inclusion des études, par contre, étaient pas mal les mêmes que pour l'hormonothérapie, là, à l'exception du cancer du sein, qui n'était pas une exclusion, mais on excluait toutes les patientes avec antécédents d'embolie, d'événements cardiovasculaires, d'AVC, de saignements, d'hyperplasie de l'endomètre, de problèmes hépatiques, puis j'en passe, là. Bref, toutes les contre-indications, toutes les précautions qu'on voit avec l'hormonothérapie. Parce que c'est ça, on le disait, c'est un médicament qui peut quand même avoir des effets agonistes sur certains récepteurs aux oestrogènes. Donc, ils ont été, disons, très prudents dans leurs critères d'exclusion et d'inclusion. Ah ouais, un peu comme tantôt, là. C'est ça. Ouais. Ça a-tu marché? Ben, c'est ça. Quand on regarde une issue dichotomique, qui est un questionnaire d'amélioration des symptômes de sécheresse vaginale, l'étude la plus positive des trois rapporte un taux d'amélioration de 75% sous ospimifène contre 60% sous placebo, ce qui donne un NNT de 7. C'est quand même une solide réponse à un placebo oral. T'sais, on n'a pas l'enjeu. Tantôt, on disait que les gens répondaient super bien dans certains groupes placebo avec les estrogènes vaginaux, mais parce qu'on utilisait quand même un produit avec des propriétés minimalement lubrifiantes, là. Ça m'a aussi surpris, je dois te l'avouer. Surprenant. Sinon, le taux d'amélioration marqué était de 40% sous zospimifène contre 28% sous placebo, ce qui donne un NNT de 8. Encore là, quand même, presque 30% de réponses marquées à un placebo qui n'est pas un lubrifiant ou un hydratant. C'est assez surprenant. Les deux autres études qui rapportaient des taux de réponse ne démontraient pas la supériorité de l'ospimifène pour l'amélioration des symptômes, mais oui, pour l'amélioration marquée des symptômes avec un NNT qui tournait autour de 8. OK. En tout cas, ça n'a pas l'air de se démarquer. Là, on n'a pas de comparaison directe. Il faut faire attention, évidemment, mais grossièrement, ça ne semble pas se démarquer favorablement de l'efficacité de nos hydratants et de nos estrogènes vaginaux de tantôt, là. Non, pas du tout, pas du tout. Puis une dernière étude regardait plus précisément la dyspareunie, puis elle a démontré que le spimifène augmentait un tout petit peu la proportion de participantes avec aucune douleur vaginale ou une douleur vaginale légère lors des rapports sexuels. Ça tournait autour d'un NNT de 10-15, là, ce qui est encore là, on ne fait pas de comparaison directe avec nos traitements de tantôt, mais on ne semble pas se démarquer positivement comparativement à nos autres traitements. Clairement. OK. Fait que peu impressionnant de ce côté-là. Côté tolérance, au moins, je veux dire, déjà nos autres traitements sont très bien tolérés, mais ici, y a-t-il des enjeux ou? Ben, pas majeur, mais il y en a quand même certains enjeux, je pense, qu'il faut noter, là. Les patients rapportaient un petit peu plus de bouffées de chaleur puis de candidose vaginale avec le spimifène versus le placebo, là, selon les études. 6 à 13% de bouffées de chaleur, quand même. Chez les patientes qui sont dans la ménopause et qui ont souvent déjà des enjeux de bouffées de chaleur. Ça me semble décevant. Ben, c'est ça. Puis les candidoses vaginales, ça tournait autour de 5 à 10%. Donc, quand même à considérer aussi. Bon. Puis le dernier petit point, dans ces études-là, le spimifène n'a pas été lié à des cas de cancer de l'endomètre, mais on se rappelle un total de participantes, moins de 2000 participantes suivies pendant pendant 12 semaines. 12 semaines, on s'attend pas à voir ça. Puis la monographie rappelle quand même qu'il existe un effet agoniste faible sur les récepteurs à l'estrogène de l'endomètre. Donc, le fabricant nous rappelle que toute patiente qui aurait des saignements vaginaux inexpliqués persistants devrait être investiguée en se disant qu'il pourrait y avoir un risque théorique ici. Mais à ma connaissance, il n'y a pas d'indication de faire, par exemple, des suivis échographiques sériés ou des choses comme ça, là. Pas du tout. Pas du tout. Pas à l'heure actuelle. D'accord. Bon. Ça a-tu un bon prix? Ben, c'est pas couvert par la RAMQ, puis ça coûte environ 50 $ par mois avant les honoraires du pharmacien et les frais de distribution. Donc, voilà. C'est dit. Bon, est-ce que ça fait le tour des options qu'on peut proposer à nos patientes souffrant d'un SGUM? Ouais, je pense bien. Bon, ben super. Fait que, ben merci, Amé, d'avoir accepté de participer à un second épisode. Ben, merci de m'avoir invité. En terminant, un petit message habituel. Si vous avez des questions, des critiques, des plaintes, des commentaires, juste écrire à Oli. Sinon, Toujours ben, fidèle au poste. on se reparle bientôt. Bon, salut, là! Ciao, ciao! Ciao!
L'information contenue dans cette balado-diffusion est à titre indicatif seulement et ne remplace en rien l'avis ou le jugement d'un professionnel.